Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Philippe Heitz qui va nous montrer sa maison. Donc là, on est dans un éco-hameau et Philippe a construit sa maison en paille. Enfin, il y a plein de choses intéressantes qu'on pourrait dire. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le système de chauffage au solaire thermique qu'il a mis en place et puis on va lui poser plein de questions techniques. Pourquoi il a mis cette quantité de panneaux? Pourquoi ce volume de stockage? Comment il fait en cas de surchauffe? Pourquoi il les a posés plutôt au sol? Il va évoquer aussi le système de solaire direct qui a un peu une spécificité et qui semble très bien adapté. Enfin voilà, plein de questions techniques qu'on va aborder aujourd'hui en format interview et puis on va se déplacer, on va faire différents points de vue, on va voir le local technique, l'intérieur de la maison, voilà. Donc merci Philippe de me recevoir. Merci Stéphane de venir finalement présenter à tous tes auditeurs l'éco-hameau de Burdignes, parce que j'ai le plaisir ici de vous accueillir à l'éco-hameau de Miros au village de Burdignes. Cet éco-hameau qui est derrière moi comporte à terme 10 maisons, plus une maison commune, ainsi qu'un verger, un potager commun. Et la caractéristique, c'est que toutes nos maisons sont éco-construites. Qu'est-ce que ça veut dire? Elles sont bâties selon les principes de l'architecture bioclimatique, c'est-à-dire qu'on va valoriser au maximum les apports solaires. C'est pour ça que vous voyez derrière moi les premières maisons de l'éco-hameau et vous constatez que toutes nos maisons sont en ossature bois bardée en bois, mais surtout présentent des surfaces vitrées importantes côté sud. Donc nous voilà en haut du hameau et puis derrière nous se trouve la maison de Philippe. Alors Philippe, est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est le point de départ de ce projet? Le point de départ de ce projet, c'était un souci d'avoir une maison qui n'émette aucun gaz à effet de serre, aucun CO2. Une maison zéro carbone, une maison qui ne fume pas. Donc vous voyez que cette maison n'a pas de cheminée, effectivement. Alors on me dit, mais donc vous êtes dans une région forestière, vous devriez vous chauffer au bois, comme tout le monde, puis c'est bien agréable le bois, oui certes, et puis c'est renouvelable. Ben, c'est renouvelable, oui, intellectuellement on peut dire que quand vous brûlez une tonne de bois, ça vous fait une tonne de CO2, mais cette tonne elle va être captée par les arbres qui vont capter le CO2. Mais le problème c'est la question du temps. Pour refaire un arbre, il va falloir 30 à 40 ans. Et là, on n'a plus le temps. On est vraiment dans l'urgence climatique. Après, si on ne chauffe pas au bois, il faut bien se chauffer de manière la plus écologique possible. Et là, c'est là que le solaire thermique rentre en jeu. Et vous voyez que cette maison, je l'ai conçue selon les principes de l'architecture bioclimatique, avec un maximum de baies vitrées au sud, ainsi que 2 champs de capteurs solaires thermiques au sol, un sur la terrasse et un sur le sol à côté. Nous voilà à l'intérieur de la maison. Donc au final, on a une maison qui est très performante. Quel est le besoin de chauffage annuel sur cette maison? Alors pour avoir cette maison très performante, déjà, il fallait faire une conception bioclimatique, j'en ai parlé, avec des parois très isolantes, mettre du triple vitrage partout, et puis après faire valider tout ça par le calcul d'un ingénieur thermicien qui a effectivement estimé, connaissant les compositions des parois, les ponts thermiques, les besoins de chauffage. Ce besoin de chauffage a été estimé à 23 kWh par mètre carré par an, ce qui est un peu au-dessus de la norme du passif qui est à 15 kWh par mètre carré par an. Donc on est quand même très proche du passif sans être tout à fait au niveau du passif. Mais bon, en termes de performance, on est très bien. On est très bien. Alors la stratégie, c'était de réduire au maximum les besoins de chauffage pour pouvoir ensuite les couvrir juste avec la chaleur du soleil. En d'autres termes, la première étape, c'est la sobriété. Et c'est pour ça que cette maison, je l'ai conçue avec une enveloppe très bien isolée. Isolée avec des bottes de paille, 37 cm d'isolant avec un R, une résistance thermique de 7, avec 40 cm de watts de carton en toiture, ce qui fait un R de 9,34, et avec un plancher chauffant, isolé en sous-face par 19 cm de polyuréthane avec un R de 8,26. Voilà ce que donne l'ossature bois dans la vraie vie au moment du chantier. Donc vous voyez que cette ossature bois, elle est faite avec des plateaux de Douglas de 22 cm, de 4 cm et demi d'épaisseur, qui forment donc la structure porteuse de la maison. Et en toiture, vous avez des poutres en I, c'est-à-dire des poutres en bois structurées comme un IPN en métal, qui permettent d'avoir des caissons de 40 cm d'épaisseur qui vont accueillir la ouate de cellulose.
Et voilà une vue du chantier participatif d'isolation en paille. En une journée, à 6, on avait isolé toutes les parois de la maison qui fait 86 mètres carrés à ce niveau. Et on peut dire que ça m'a coûté aussi 680 € d'achat de paille pour isoler toutes mes maisons. C'est absolument imbattable au niveau du tarif de l'isolant. Là, on est sur la terrasse, on voit une partie des panneaux solaires. Alors Philippe, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi avoir choisi de les mettre au sol plutôt que sur le toit? Alors j'ai eu une première expérience d'une installation solaire en ayant posé les panneaux sur le toit. Et je me suis rendu compte qu'en cas de neige, la neige ne fait que glisser sur 50 cm, elle se bloque sur les tuiles en bas, et du coup le panneau il ne fonctionne qu'à 10% de ses capacités. Donc ça c'était sur une précédente maison? C'était sur une précédente maison. Donc je me suis dit la prochaine fois, donc c'est celle-ci, je les mets au sol pour faciliter le déneigement. Mais ce n'est pas le principal avantage. Le principal avantage c'est qu'on optimise la captation des rayons du soleil bas de l'hiver, parce que en étant à 60 degrés, on met les panneaux perpendiculaires au rayonnement solaire. Et le but étant de se chauffer, c'est vraiment la disposition, l'inclinaison favorable en hiver. Et comment est-ce que finalement on peut le prouver expérimentalement? C'est tout simplement sur cette vue où vous voyez le rayonnement solaire avec la bonne inclinaison donnée par la projection de l'ombre du garde-corps sur la terrasse. Une fois qu'on a cette inclinaison, on reporte ce rayon sur les panneaux et vous voyez que c'est quasiment perpendiculaire aux panneaux. Et devant ce champ de panneaux solaires, vous avez la terrasse qui est encore mouillée de fonte de neige. Alors que devant les baies vitrées, qui induisent une réflexion sur la terrasse, cette réflexion est suffisamment forte pour avoir séché la terrasse. Donc vertical, c'est pas le top. Ça montre l'importance finalement d'une bonne inclinaison des panneaux solaires pour capter le maximum de la puissance calorifique solaire. Maintenant, on est descendu dans la chaufferie, et vous voyez que c'est une chaufferie tout à fait normale, des circulateurs normaux, des ballons de stockage, mais il manque la chaudière. La chaudière, ce sont les 20 mètres carrés de capteurs que vous avez vus à l'extérieur. Et là, au niveau des ballons, donc on a ici un ballon pour le stockage de l'eau chaude sanitaire. 500 litres. Et de ce côté, le gros ballon qu'on ne voit pas en entier, qui fait quelle capacité? 2000 litres de ballon tampon pour le chauffage et l'eau chaude également. Ok, donc c'est ça qui permet d'avoir une très bonne autonomie sur le système global. Et du coup, vous l'estimez à combien cette autonomie? Alors cette autonomie, elle est de environ 95% de mes besoins en chaleur de chauffage et chaleur eau chaude sanitaire. Alors, ça permet de réfléchir un petit peu sur qu'est-ce que c'est qu'une énergie renouvelable et dans quelle logique on s'inscrit pour gérer une énergie qui est naturellement variable du fait de la météo et de la nuit bien évidemment. Eh bien c'est une logique agricole en fait, parce que comme on ne peut pas faire le foin au mois de janvier, les agriculteurs, comme ceux qui captent les énergies renouvelables, ont l'habitude de récolter au bon endroit, au bon moment, de stocker et de consommer en fonction de ce qu'on a stocké. Donc la question du stockage elle est très importante. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger les capacités de profiter des jours de soleil pour mettre à la grange, on va dire, des calories pour des jours gris comme aujourd'hui, pouvoir s'en servir pour chauffer la maison et avoir son eau chaude sanitaire. La consigne que j'ai donnée, que j'ai réglée, c'est d'avoir 38 degrés minimum d'eau chaude sanitaire et 19 degrés minimum de chauffage dans la maison. Aujourd'hui, même malgré un ciel gris et quelques gouttes, on a 23 degrés dans la maison. Donc vous voyez que faire du solaire thermique, faire de l'éco-construction, c'est pas une écologie punitive, c'est vraiment pour avoir du confort également. J'insiste là-dessus. Je me chaufferai pas au fioul ou à l'électricité à 23 degrés. C'est du solaire, c'est gratuit, c'est 0 CO2. Donc 23 degrés, ça me va très bien. Et vous voyez, on est en t-shirt dans la maison alors qu'on est en pull à l'extérieur. Et grosso modo, qu'est-ce que ça vous coûte annuellement pour vous chauffer? Alors, en complément du solaire, parce que quand vous avez une semaine complète de gris, là j'ai épuisé les réserves dans les ballons, et je complète avec une petite résistance électrique de 4 kW, mais mon électricité vient d'Enercop, donc électricité verte 100% renouvelable, donc j'atteins bien mon objectif de départ d'avoir une maison zéro carbone.
Et donc le coût, pour vraiment le savoir, parce que je suis journaliste, j'ai écrit dans la Maison écologique, j'ai écrit pour une revue de technique du bâtiment, j'ai voulu publier sur ma maison, donc j'ai instrumenté ma maison pour avoir véritablement des chiffres, pour sortir d'un discours simplement, ouais c'est cool, l'écologie, le solaire thermique. Non, il faut pouvoir le mesurer. Et j'ai mesuré ma consommation électrique de cette résistance. Et donc je me retrouve sur 3 années complètes en moyenne à 40 € par an, je dis bien par an, d'achat d'électricité pour ma chaleur, eau chaude comprise. Ok, donc ça correspond en fait à l'appoint qui permet de compenser les 5% manquants en termes d'autonomie. C'est ça, tout à fait. Donc je reviens à ma logique agricole, comment on va récolter la chaleur solaire? En fait, on va cumuler 2 apports de chaleur solaire. Les apports passifs à travers les vitrages, et là j'ai 12 mètres carrés et demi de baies vitrées, et les apports actifs à travers, captés donc par les panneaux solaires, 20 mètres carrés de capteurs. Les apports solaires passifs, ils utilisent l'effet de serre, c'est-à-dire une partie du rayonnement solaire pénètre à travers les vitrages et est piégée par les vitres. C'est l'effet de serre. Qu'est-ce que ça représente en termes de puissance calorifique? Il faut savoir que dans les conditions optimales, avec un rayonnement perpendiculaire à la surface vitrée, vous avez au maximum 1 kW de puissance à travers 1 mètre carré de vitrage. Et 1 kW, c'est un radiateur électrique. Donc vous voyez ces 12 mètres carrés de panneaux solaires, de vitrage derrière, ça correspondrait à 12 kW. Mais en réalité, le triple vitrage va faire qu'il n'y a que 53% de l'énergie solaire qui va réussir à traverser le vitrage. Mais ça nous reste quand même 6 kW de puissance maximum. 6 kW, c'est comme si j'avais 6 radiateurs électriques devant ma baie vitrée. Alors à ces apports solaires passifs à travers les baies vitrées, on ajoute les apports solaires actifs avec les panneaux solaires. Un panneau solaire thermique, c'est quoi? C'est juste un cadre aluminium, une vitre, une tôle noire qui va par effet corps noir absorber le rayonnement infrarouge, qui va transmettre cette chaleur à un serpentin de cuivre dans lequel circule de l'eau glycolée. Et cette chaleur, elle va être récupérée via un circulateur qui fait circuler ce fluide glycolé. C'est pour ça qu'on a besoin d'un circulateur, un peu d'électricité, et qu'on appelle ça des apports solaires actifs. Alors une particularité de votre système thermique, c'est qu'on est en solaire direct, c'est-à-dire qu'on va chauffer en priorité le plancher avant de chauffer, de stocker dans le ballon d'eau chaude. Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi avoir fait ce choix? Oui, alors effectivement, vous avez 2 types de chauffage solaire, ceux qui font passer la chaleur des panneaux à un ballon de stockage et qui reprennent la chaleur dans ce ballon de stockage pour ensuite chauffer soit un plancher chauffant, soit des radiateurs, ou les deux. Chez le fabricant Solisart, ils ont privilégié le système solaire direct. Pourquoi? Parce qu'une journée comme aujourd'hui, qui est grise, qui pleuvote, j'ai regardé tout à l'heure sur l'ordinateur, mes panneaux, ils sont à 40 degrés, 50 degrés par moment. Et donc si j'avais un ballon qui était déjà à 60 degrés, eh ben, le circulateur ne se déclencherait pas. Il ne mettrait pas du 50 degrés dans un ballon à 60 degrés. Donc ça permet de récupérer, de valoriser des apports solaires qui sinon seraient perdus. Et donc mes panneaux qui sont à 50 degrés, ils vont envoyer la chaleur directement dans mon plancher chauffant qui est à 20 degrés. Et donc, je vais stocker la chaleur directement dans l'enveloppe de la maison, dans le plancher chauffant, dans les murs enduits à l'argile, pour faire ce stockage. Donc, au final, au bout d'un hiver, tous ces petits quarts d'heure, toutes ces petites heures grappillées par-ci par-là, ça permet d'avoir un meilleur rendement, une meilleure efficacité du système solaire thermique. En gros, à partir du moment où on arrive à chauffer de l'eau au-dessus de 20 degrés, qui est la température de chauffage au sol, eh ben, on peut le récupérer directement par le plancher, alors que ça ne serait pas profitable si on l'injectait dans le ballon d'eau chaude. Exactement, ça serait perdu, alors que le plancher solaire direct permet justement de récupérer cette chaleur basse température. Et alors pourquoi avoir choisi un plancher chauffant plutôt que des radiateurs pour la diffusion de la chaleur? Alors, première raison, c'est le confort, incomparable des planchers chauffants, parce que la chaleur douce, elle part des pieds au lieu de partir de la ceinture, comme avec les radiateurs. On a une chaleur qui est extrêmement bien répartie, qui est extrêmement confortable. Ça, c'est la première raison. Et puis, deuxième avantage, c'est que ça vous mange aucun mètre carré au mur. Vous n'avez pas besoin de mettre des radiateurs. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que le plancher chauffant permet d'avoir, donc, comme vous l'avez dit, une chaleur plus répartie, et comme
on l'évoquait dans le cas où on a une basse température par les panneaux. Si on a une température de 20, ce ne serait pas suffisant pour alimenter un radiateur classique. Par contre, vu qu'on est bien réparti sur une grande surface, eh bien, ça devient suffisant. Donc c'est aussi c'est mieux optimisé d'avoir un plancher chauffant qu'un radiateur quand on est dans le cas de panneaux solaires. C'est plus confortable parce que la chaleur est diffusée partout, effectivement. Et comme il y a une enveloppe très isolée, eh bien, autant on a une température homogène de partout, que ce soit le sol, on n'a jamais les pieds froids, les murs et le plafond. Donc il n'y a aucune génération de courant d'air qui donne cet inconfort quand on a un gros radiateur à 50 degrés là, qui chauffe bien dans un coin, mais que tout le reste de la maison en pierre est froide, le carrelage est froid, on a cet inconfort. Là, c'est absolument pas le cas. Alors, autre question, comment on fait pour éviter la surchauffe l'été? Très bonne question, parce qu'effectivement, ces installations solaires sont très performantes pour capter la chaleur. Et qu'est-ce qui se passe quand, avec le rayonnement de l'été, où on n'a plus de chauffage, donc un excédent de chaleur? Il faut absolument pouvoir régler la surchauffe, sinon les panneaux ils vont pouvoir monter à 100, 120 sans problème. Plusieurs systèmes ont été inventés par les fabricants. Par exemple, la marque Viessmann a inventé un vitrage qui s'opacifie en fonction de la température. Donc le panneau s'approche des 80 degrés, il commence à s'opacifier, et plus il monte en température, plus la vitre s'opacifie et donc coupe l'apport solaire. Ça, c'est un premier brevet Viessmann. Solissart, de son côté, déposé un brevet sur un principe qui consiste à calculer la chaleur qu'il faut évacuer la nuit pour pouvoir restocker le jour sans qu'il y ait de soucis de surchauffe dans les ballons. Donc la nuit, le circulateur va tourner à l'envers et va renvoyer... Pour refroidir l'eau du ballon. Voilà, pour refroidir l'eau du ballon jusqu'à environ 60 degrés. Donc je le vois bien sur mes courbes de température. Le soir, c'est à 95. Le matin, c'est à 60. Et donc dans la journée, tranquillement, ça va remonter jusqu'à 95. Et la nuit suivante, eh ben, le système aura calculé qu'il faut faire tourner tant de minutes le circulateur pour évacuer la chaleur la nuit au travers des panneaux solaires. Ok, donc ça c'est le système que vous avez. Voilà, c'est le système que j'ai. Il y a aussi un système qui me fonctionne bien. Si vous avez une piscine, c'est la décharge de la chaleur dans la piscine, qui de ce fait se fait chauffer par le solaire. Ok. Et est-ce qu'il y a un entretien à prévoir chaque année? Alors, en 5 ans, aucun entretien sur les panneaux. J'ai eu quelques petits soucis de fuite de glycol sur les raccords qui sont soumis aux plus hautes températures, donc à la chaufferie. Donc il faut prévoir quand même un entretien, une maintenance tous les 2 ans, on va dire, pour contrôler que le glycol est toujours en bon état. Et puis voir régler les petits soucis, les petits réglages qu'on peut avoir. Mais c'est extrêmement léger. En fait, c'est une technique de flemmard, hein, le solaire. Pendant 35 ans, j'ai coupé du bois quand j'étais agriculteur, j'ai fendu, j'ai rangé des stères et des stères. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à regarder le soleil luire en prenant mon thé. Hein. Donc, je veux dire que non seulement on a le confort, mais on n'a plus l'effort. Et autre question, là on est en altitude, on est à plus de 900 mètres. Est-ce que c'est adapté au fait d'être en haute altitude? L'histoire de l'altitude, ça vous conduit à faire une maison encore plus isolée qu'en plaine. Ok. Mais mis à part ça, au niveau du solaire, il faut avoir du rayonnement solaire évidemment à capter. Donc mis à part les endroits, que vous soyez en montagne, en plaine ou quoi que ce soit, qui sont à l'ombre, masqué du soleil par des arbres, par un relief, etc., où là, il n'y a rien à récupérer. Mais sinon, il n'y a pas de problème de zone climatique. L'altitude, ça fonctionne. Voilà, vous avez du solaire thermique aussi bien en Norvège qu'en Provence. Hein. Et au contraire, même aujourd'hui, on a vu qu'il y avait des nuages là dans la vallée, donc on est même mieux en étant au-dessus des nuages. C'est vrai que dans les moments où il y a des brumes en vallée, le fait d'être à 960 mètres d'altitude est plutôt un avantage. Et je reviens sur la question de l'entretien, j'y ai pas pensé, mais parfois on entend dire qu'il faut faire un désembouage du système. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites ou comment ça se passe? Alors, il y a déjà dans un système bien conçu, un désemboueur automatique. Okay. Donc ces boues, elles viennent finalement du vieillissement du fluide, de l'eau glycolée,
parce que le glycol qui a notamment surchauffé va tendance à devenir un peu plus visqueux. Donc avec les poussières qu'il peut y avoir dans les circuits, ça va faire des bouts, mais il y a des appareils qui sont dans la chaufferie qui permettent le désembouage automatique. Maintenant, on la vérifie, ce désemboueur, et moi j'ai constaté qu'il n'y avait pas de bout tout simplement parce qu'il n'y avait pas eu de surchauffe du glycol grâce à la protection dont je vous ai parlé. Okay. Donc ça, fait partie des choses que le chauffagiste va vérifier lors des opérations de maintenance. Est-ce qu'il y a besoin de changer le fluide caloporteur? Donc la fameuse maintenance que vous faites à peu près tous les 2 ans. Voilà, que je fais pas, que je fais faire par un chauffagiste. Ouais. Alors autre question, est-ce qu'on aurait le même résultat si on était en panneau photovoltaïque plutôt qu'en panneau thermique? Ah, excellente question, parce qu'en fait, 95% des gens, quand on parle de panneaux solaires, pensent à panneaux photovoltaïques, donc qui produisent de l'électricité. Et là, on parle de panneaux qui produisent de la chaleur, avec des effets finalement physiques complètement différents. Au départ, il faut bien différencier les deux. Le solaire thermique utilise à la fois, on l'a vu, les apports passifs par l'effet de serre, mais les apports actifs par un effet corps noir. Les corps noirs qui absorbent le rayonnement infrarouge. Alors que le solaire photovoltaïque, c'est un effet électronique où les photons poussent des électrons finalement dans des couches sensibles et ça produit de l'électricité. Donc bien différencier les deux. Et maintenant, on pourrait très bien avec de l'électricité produire par effet Joule cette fameuse chaleur pour l'eau chaude et le chauffage. Or, on a des rendements qui sont radicalement différents. Le photovoltaïque a finalement un rendement assez faible qui est en général inférieur à 20%, alors que le solaire thermique, c'est un phénomène corps noir qui a un très bon rendement de 70%. Donc en fait, si on voulait produire de la chaleur avec des panneaux photovoltaïques, la même chaleur que je produis ici avec le solaire thermique, il faudrait 4 fois plus de panneaux. Donc 80 mètres carrés de panneaux solaires photovoltaïques pour produire la même chose qu'avec mes 20 mètres carrés. Oui, donc le toit ne suffirait pas pour les mettre. Le toit ne suffirait pas, voilà. Et le terrain non plus d'ailleurs. Et le terrain non plus, exactement. Donc on a vu avec l'exemple de votre maison, le cas d'une maison neuve. Et par le passé, comme vous l'expliquiez, vous avez aussi l'expérience de la rénovation. Comment on peut imaginer les choses sur une maison existante? Vous pouvez très bien le faire en rénovation, sachant que vous allez avoir toujours un système complémentaire et que vous allez commencer par consommer l'énergie gratuite, solaire, puis quand vous n'avez plus rien dans votre stockage, vous allez avoir votre complément qui peut être votre ancienne chaudière fuel gaz, qui peut être votre poêle à bois, qui peut être votre chaudière granulée, bref, ou moi avec un système très performant en solaire, j'ai finalement réhabilité l'électricité comme moyen de chauffage, alors que c'est finalement normalement très peu efficace et tout à fait pas recommandé, mais comme j'ai une tellement faible consommation résiduelle que ça devient anecdotique. Ça valait plus le coup d'installer une chaudière à granulés à côté. Ok. Et on peut faire ça aussi sur du collectif, parce qu'on a parlé de logement individuel, mais on peut très bien le faire au niveau du collectif, et il y a des magnifiques réalisations qui soient en neuf, par exemple, comme ici, le bailleur social, le Logéal en Seine-Maritime, qui a créé 3 immeubles qui sont couverts de 300 mètres carrés de panneaux solaires thermiques en toiture, de 300 mètres carrés également de photovoltaïque en façade, un complément chaudière gaz, mutualisé par 8 logements, et en 2015, le bailleur social demandait à ses locataires 74 € par an, par logement de 95 mètres carrés, 74 € par an pour la chaleur. Donc, il remplissait vraiment sa mission de bailleur social. Il n'y avait plus de précarité. Autre exemple, qui est beaucoup plus lointain, c'est la ville de Montmélian qui a énormément investi dans le solaire depuis très longtemps. Et il y a 30 ans, ils couvraient la toiture de leur EHPAD avec 420 mètres carrés de capteurs pour, là encore, chauffer 3000 mètres carrés de plancher solaire direct. Au bout de 30 ans, les panneaux étaient un peu sales, ils les ont démontés, ils ont nettoyé et ils les ont remis en place. Et c'est reparti pour 30 ans. Donc c'est dire la durabilité de ces systèmes solaires thermiques et le fait que, comme il n'y a pas de pièces en mouvement, il n'y a pas de phénomène électronique qui est vieillissant. C'est de la mécanique, c'est de la plomberie. C'est de la plomberie améliorée. En fait, il y a beaucoup d'intelligence embarquée dans les systèmes, mais sinon, il n'y a pas de mécanique, c'est de la plomberie améliorée. Donc vous avez des systèmes qui durent très longtemps, qui sont simples et qui durent longtemps de ce fait-là. Donc, en conclusion, j'aurais envie de dire, chauffage et eau chaude solaire, qu'est-ce qu'on attend? Ok, merci beaucoup Philippe pour
votre accueil, pour toutes ces explications. C'est très intéressant. Et puis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!